Je donne la parole à Gilbert Orsoni. Merci, Monsieur le Président. Je suis ici, et je remercie à mon tour les organisateurs de ce colloque, mais je suis ici dans une situation un peu particulière, dans la mesure où je suis un peu le financier parmi un ensemble d'éminents constitutionnalistes. Et deuxième aspect, quand c'est un Français qui doit parler des questions d'équilibre budgétaire, on peut se demander si c'est la personne la mieux placée pour traiter de cette question. Il y a un vieux proverbe chez nous qui dit qu'on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. Ceci précisé, pour ancienne qu'elle soit, la question de l'équilibre budgétaire n'en a pas moins connu ces dernières années un regain d'intérêt, probablement plus politique qu'épistémologique, tant il est vrai que la pression des événements, d'un environnement économique et financier contraignant, ont conduit à une approche renouvelée, à la fois par des efforts de juridicisation, que par l'émergence, la notion était déjà connue, mais son émergence dans un certain nombre de textes, notamment européens, ont permis de faire progresser cette notion. Je veux parler, bien sûr, de la notion de solde structurel. On a parlé de déficit structurel, enfin, disons de solde structurel, parce qu'on peut penser que ça n'est pas nécessairement un déficit, fût-il léger. Alors, si l'on ne peut véritablement se réjouir que ces finances publiques sous contrainte provoquent la réémergence ou l'approfondissement de certains concepts, il n'en demeure pas moins que l'occasion ne doit pas être manquée de réinvestir ce champ de recherche, tant d'un point de vue de sémantique juridique que d'un point de vue que l'on pourrait qualifier de finances publiques appliquées, comme on parle parfois d'économie appliquée. Alors, s'agissant de ce principe budgétaire, parce qu'on considère que l'équilibre est un principe budgétaire, on a dit très souvent que ce principe était davantage politique ou de politique économique. Et c'est vrai que, en tout cas en France, il s'est différencié d'emblée d'autres principes budgétaires qui, dès le début du XIXe siècle, ont acquis un statut juridique. On peut dire aussi, tant il dépend de phénomènes totalement extérieurs à l'ordre juridique, la croissance du produit intérieur brut, les choix politiques, qu'il ne relève pas, ou du moins pas principalement, de la sphère juridique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'économistes dans cette enceinte, mais tout à l'heure, Éric Oliva faisait référence précisément dans beaucoup de pays au fait que les finances publiques sont une matière de moins en moins juridique et souvent de plus en plus traitée par des économistes ou des gestionnaires. Donc ça montre bien que cette dimension juridique, dès lors qu'on aborde les questions de finances publiques, n'est pas spontanément présente. Alors, faut-il rappeler toutefois que tout phénomène social, toute décision politique et toute politique économique suppose l'existence de normes juridiques. Et qu'à ce titre, le juriste ne peut en tout état de cause que se voir concerné par un phénomène de cette nature, quel que soit l'exact degré de normativité qui pourra en être dégagé. Alors encore faut-il déterminer de quoi l'on parle véritablement. L'équilibre budgétaire, contrairement d'ailleurs peut-être à ce que pouvaient penser les financiers classiques, l'équilibre budgétaire n'est pas une notion simple. C'est d'ailleurs ce que j'essaierai de montrer dans la première partie de mon exposé, d'où d'ailleurs la difficulté qu'il a pu y avoir à la juridiciser. Donc ce n'est pas une notion simple.
je veux pour preuve aussi sur la faible dimension juridique, quand je suis allé voir, par curiosité, le dictionnaire de la culture juridique. On a un très bon dictionnaire de la culture juridique chez nous. Bon. Rien sur l'équilibre budgétaire. Je suis allé voir le lexique des termes juridiques. Rien sur l'équilibre budgétaire. Bon, on parle d'équilibre entre les parties dans le procès, etc., mais rien sur l'équilibre. Alors on trouve quand même un certain nombre de choses. C'est peut-être révélateur de la situation française, déficit ou découvert. Mais c'est pour dire que dans une édition qui a suivi immédiatement la loi organique de 2001, et en tout cas son application complète en 2006, l'affirmation que désormais c'était des notions qui n'avaient plus de signification depuis la disparition avec la loi organique de la distinction entre charge définitive et temporaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Donc rien de juridique apparemment. Bon, en réalité, bien sûr, on le sait, et surtout maintenant, n'en est plus là, mais c'est pour dire que on est en présence d'une notion qui n'est pas toujours, qui n'a pas toujours été bien perçue. Et puis, il faut aller plus loin, puisque désormais, on a eu dans des textes tout à fait fondamentaux les références à un solde structurel, déficit structurel, comme il a été indiqué. Et donc, il est nécessaire, je pense aussi, d'évoquer cette question, ce sera l'objet plus précisément de la deuxième partie de notre intervention. Donc d'abord, l'équilibre budgétaire, une notion faussement simple. Apparemment, quoi de plus simple en effet que, je suis presque scrupule à l'énoncer, que l'équilibre budgétaire. Bah, le budget étant un document, on l'a dit, retraçant des dépenses et des recettes, autrement dit, l'équilibre budgétaire, c'est l'équilibre entre le montant des dépenses et le montant des recettes, autrement dit, un solde nul, solde égal à zéro, quand on procède à la comparaison des deux. C'est-à-dire l'absence de déficit, lequel exprimerait qu'il y aurait davantage de dépenses que de recettes, et l'absence également d'excédent, classique est d'ailleurs très hostile à l'excédent budgétaire, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, c'est-à-dire la situation dans laquelle il y a plus de recettes que de dépenses. Bon. Reste que, contrairement à ces simples apparences, la notion s'avère polysémique, ce qui ne contribue pas peu à la rendre difficilement juridique. Alors, notion polysémique, je prendrai évidemment l'exemple que je connais le mieux, qui est celui de la France, mais je pense qu'ailleurs aussi, il peut y avoir des terminologies qui puissent être multiples. Par exemple, en France, on a longtemps parlé, alors c'est vrai que ce n'est plus le cas aujourd'hui depuis la LOLF, mais on a longtemps parlé d'équilibre au-dessus ou au-dessous de la ligne. On a parlé, oui, l'équilibre budgétaire, mais il est au-dessus de la ligne, il est au-dessous de la ligne. Bon, la ligne, c'est celle qui séparait les opérations à caractère définitif, c'est-à-dire budget général, budget annexe, opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale, et puis ce qu'on appelait les comptes spéciaux du Trésor qui retraçaient des opérations à caractère temporaire, c'est-à-dire des avances faites en cours d'année, récupérées en fin d'année. Bon, bien. Bon, ça, c'était déjà première difficulté. Deuxième évocation, on parlait du grand équilibre ou du petit équilibre. Bon, ça correspondait à peu près aux mêmes choses. Bon, le grand équilibre, celui des opérations à caractère définitif, c'est-à-dire au-dessus de la ligne, et plutôt le petit équilibre, et le grand équilibre, c'était l'ensemble des opérations. Autre référence, c'est celle, et ça elle est toujours pratiquée, c'est lorsqu'on évoque le solde primaire. C'est-à-dire, il y a un équilibre primaire ou un déficit. Bon, solde primaire, c'est-à-dire, le calcul se fait hors le montant des charges de la dette. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération les intérêts de la dette. Et on va dire, bah oui, si on enlève les intérêts de la dette, on est en équilibre ou on est en déficit moindre, etc. Bien. Surtout quand la dette est importante, évidemment, la charge d'intérêt de la dette est lourde. Alors, si on l'enlève, c'est bien incommode. Autre élément, loin d'avoir fini, dans cette énumération, même si j'essaye d'aller rapidement, on peut également différencier l'équilibre, quand il existe, en loi de finances initiale, et l'équilibre exécuté. Parce qu'on peut très bien
présenter un budget équilibré. Quand le budget, c'est un acte de prévision, comme on dit, et d'autorisation, donc on le présente équilibré, et puis on se rend compte en exécution qu'en réalité, cet équilibre initial, c'était un équilibre factice, et que la réalité budgétaire, c'était une réalité déficitaire. Bon, donc ça, c'est également... alors, parfois, on a utilisé des termes spécifiques, impasse, découvert, enfin, je n'insiste pas. On peut également faire référence... Il y a une notion, en droit français, qui concerne les collectivités territoriales, mais pas l'État, la notion d'équilibre réel. Alors, vous allez dire, il y a l'équilibre réel, ce qui veut dire qu'il y a un équilibre qui serait irréel en quelque sorte, bon, ou factice. Donc l'équilibre réel pour les collectivités locales, bon, il y a là aussi des exigences qui doivent être remplies, les deux sections, parce qu'il y a deux sections, les budgets locaux doivent être toutes les deux en équilibre, sincérité des comptes, on ne doit pas emprunter pour rembourser, pour amortir la dette, etc. Bon. Donc notion d'équilibre réel. On ne peut pas non plus lorsque l'on évoque la question de l'équilibre aujourd'hui, ne pas faire référence, fait d'ailleurs tout à l'heure et très bien par le professeur Stark, faire référence, alors non pas à l'équilibre proprement dit, mais faire référence à la discipline budgétaire telle qu'elle émane des traités européens, où là encore on a un vocabulaire qui n'est pas celui du déficit ou de l'excédent, mais qui évoquera, et d'ailleurs je crois que les termes sont tout à fait pertinents, qui évoquera le besoin de financement, bon, qui implique évidemment une situation de déficit, ou la capacité de financement, qui est la situation inverse d'excédent budgétaire. Enfin, si j'en viens quand même à l'évocation de textes français, on peut souligner que dans les textes organiques, en France on a des lois organiques, et des lois organiques qui concernent les lois de finances, donc dans ces textes, on a successivement dans l'ordonnance de 1959 ou dans la loi organique de 2001, la référence, et là ça rappellera quelque chose aussi, professeur Stark, regarde ce qu'il nous a dit tout à l'heure, la référence à un équilibre économique et financier. En tout cas, c'était le cas en 1959, référence à l'équilibre économique et financier qui était déterminé par les lois de finances, alors que la LOLF, elle, j'y reviendrai, utilise l'expression équilibre budgétaire et financier, dans lequel donc évoluent ces lois de finances. Alors cette dernière expression, d'ailleurs, ne doit pas être comprise comme imposant l'équilibre budgétaire, mais cette référence en fait à l'équilibre, c'est la référence qu'on appelle dans la présentation de la loi de finances en France. À la fin de la première partie de la loi de finances, il y a ce qu'on appelle un article d'équilibre. Et cet article d'équilibre, il ne veut pas dire qu'il y a équilibre budgétaire. Il veut dire que l'on procède à la comparaison des recettes et des dépenses. En fait, il faut comprendre ici le terme d'équilibre par celui de solde. C'est la référence au solde budgétaire. Alors, cela dit, on va dire, les mots ne sont pas innocents. Quand on met équilibre budgétaire, ça doit faire penser que, mais la réalité, c'est la signification, c'est le solde budgétaire, ce n'est pas l'équilibre budgétaire. Et donc, on voit bien, au travers d'ailleurs de ce dernier exemple, d'une certaine difficulté à rendre juridique cette notion, parce qu'on pourrait se poser la question, on va dire, bon, au fond, en France, mais c'était le cas ailleurs aussi, dès le 19e siècle, les financiers, les économistes, les politiques étaient très attachés, ou disaient être très attachés à l'équilibre budgétaire. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas inscrit dans un texte ? Pourquoi est-ce qu'au 19e siècle, alors qu'on a consacré les principes d'unité, d'universalité, etc., pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'équilibre ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que c'est le constat d'une pratique. C'est-à-dire qu'on s'est dit que mettre l'équilibre dans un texte, c'était prendre le risque de ne pas respecter le texte. C'est prendre le risque de ne pas respecter. Moi, je m'étais livré il y a déjà quelques années, malheureusement, enfin, en occasion d'un colloque qui était consacré à l'équilibre budgétaire. Je m'étais livré, j'ai fait une étude sur la dimension historique, justement, de l'équilibre en France. Et donc, j'avais une étude sur la période classique. Et je m'étais rendu compte
c'est vrai qu'une majorité de budget avait été votée en équilibre, mais qu'en réalité, ce permettait au ministre des Finances de se présenter à l'Assemblée, à la Chambre, et de dire, voyez, mon budget, il est merveilleux, il est équilibré, etc. Et la pratique, c'était que les 3/4 des budgets étaient exécutés avec un déficit et parfois important. Parce qu'il y avait des pratiques qui faisaient que 2 mois après ou 3 mois après avoir voté le budget, on faisait voter ce qu'on appelait un budget extraordinaire qui, lui, n'était pas financé, enfin, parce que il l'était par l'emprunt, et c'était une manière de détourner, en quelque sorte, la règle. Donc, l'inscrire dans un texte, c'était s'exposer, évidemment, à démentir l'obligation qu'on aurait instituée. Et on a retrouvé ça, d'ailleurs, cette problématique, dans les années 1960, parce qu'on avait eu un ministre des Finances, qui a eu une carrière politique brillante ensuite, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui avait présenté un budget équilibré. En 1965, le budget était équilibré. Alors, quelques petites manipulations pour arriver à l'équilibre, enfin bon, il était équilibré. Et il était tellement content d'être parvenu à l'équilibre qu'il avait proposé que cet équilibre soit juridicisé, c'est-à-dire une modification de l'ordonnance de 1959 qui portait la loi organique pour obliger, alors c'était pas l'équilibre global, mais c'était l'équilibre des opérations à caractère définitif, si vous voulez, le petit équilibre. Et le général de Gaulle avait dit, il est hors de question de se contraindre par un texte. On ne sait pas demain quoi l'avenir pourrait être fait, donc ne soyons pas liés par un texte. Donc c'est l'explication. Et si on a consécration de l'équilibre à d'autres niveaux, niveau par exemple des collectivités territoriales, c'est parce que, on comprend très bien, la réticence de l'État à ce que les collectivités territoriales aient un budget déséquilibré, parce que si on laissait les collectivités territoriales tout à fait libres en matière budgétaire, certaines pourraient se trouver dans des cas de déficit très importants, c'est-à-dire quand même arrivé parfois, mais enfin c'est exceptionnel, et au bout du compte, c'est l'État qui va finir par combler le déficit et le contribuable national. Donc l'État ne veut pas se mettre dans ce type de situation. De plus, il faut aussi noter que au niveau local, l'emprunt est une recette budgétaire, qui ne finance que les dépenses d'investissement, ce qui est sage, mais c'est une recette budgétaire, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour l'État. Et puis, il y a l'Union européenne également, mais là aussi, on comprend les raisons de l'équilibre budgétaire, qui est un principe juridique pour le budget de l'Union européenne. Là aussi, les États contributeurs ne souhaiteraient pas, bien évidemment, se trouver dans des situations où ils seraient obligés d'emprunter lourdement et de ne plus maîtriser les situations budgétaires de l'Union. Bon. Donc on voit, au niveau en tout cas des États, et en tout cas celui de la France, puisque l'Allemagne a montré d'autres voies, dans la période évidemment qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc on comprend cette réticence, d'autant que déjà on n'a pas instauré l'équilibre budgétaire dans la période classique, alors a fortiori ne l'a-t-on pas fait dans la période où le keynésianisme était dominant. Et ce n'est que dans la période très récente que l'on a vu, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure en commençant, on a vu l'émergence d'une référence à l'équilibre budgétaire, et notamment dans l'article 34 de la Constitution, avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, mais l'équilibre budgétaire en tant qu'objectif. On évoque les lois de programmation et lesquelles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques, parce que là aussi on reprend évidemment la perspective qui avait été tracée à l'échelle européenne, c'est-à-dire de ne prendre en considération non seulement évidemment le budget de l'État, mais les comptes des administrations publiques, c'est-à-dire aussi les collectivités territoriales et aussi les régimes sociaux. Mais il ne s'agissait que de lois de programmation, et c'était d'ailleurs une réforme qui était très en retrait, une révision très en retrait par rapport à des propositions qui avaient été faites par des parlementaires qui, eux, avaient proposé quelques mois auparavant une règle d'or. Je pense d'ailleurs ce qui devait être considéré comme la véritable règle d'or, qui était de copier un peu ce qui se fait au niveau des collectivités territoriales et de dire l'État, il doit équilibrer son budget de fonctionnement. Ce qui est fondamental, c'est qu'il équilibre son budget de fonctionnement. Parce que
du coup, on emprunte, on a du déficit que pour l'investissement. Et là, alors, pour faire référence justement à la question des générations futures, les générations futures, elles bénéficient des investissements qui sont réalisés, alors que, et donc d'un point de vue démocratique, ça, évidemment, c'est plus satisfaisant, alors que le fonctionnement d'aujourd'hui, si on le fait peser sur les générations futures, c'est tout de même quelque peu problématique. Voilà, donc alors je passe sur la juridicisation au niveau des États, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux. Il y a l'exemple de l'Allemagne qui est évidemment le plus emblématique. Il y a aussi l'Espagne qui a pris des engagements un peu de même nature dès 2010, qui sont loin d'être tenus pour l'instant, mais enfin, engagements de même nature, avec déficit structurel qui ne doit pas dépasser 0,4% du produit intérieur brut, d'ici 2020, il est vrai, réparti entre l'État et les communautés. Et l'article 80 de la Constitution italienne, bon, je vous dispense la lecture, mais qui lui aussi fait référence au fait que l'État assure l'équilibre entre les recettes et les dépenses de son budget, en tenant compte, donc c'est la référence à la dimension structurelle, de l'équilibre, en tenant compte des phases favorables et des phases défavorables du cycle économique. Bon, je passe. Mais cela m'amène à évoquer, c'est le deuxième point, la question de l'équilibre structurel, que je qualifierais de solution faussement, alors je mets quand même un point d'interrogation, faussement opportune. En effet, si les implications et nécessités d'un marché unique, et plus encore la perspective du remplacement des monnaies nationales par une monnaie unique, l'euro ont conduit dès 1992 à fixer des critères de convergence, il en a été parlé, donc là aussi je ne développe pas, puis éventuellement la possibilité de sanctions, on est passé à un degré supplémentaire avec l'affirmation de cette fameuse règle d'or, avec notamment le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et règle d'or qui viserait donc à un déficit très limité, 0,5% du produit intérieur brut. Mais cette notion de déficit structurel, d'équilibre structurel, est une notion qui s'appréhende difficilement. En effet, bien sûr, on a toujours évoqué l'influence de la conjoncture, mais ce que l'on veut exprimer par là, de manière beaucoup plus précise, c'est que désormais, et d'ailleurs l'actuel commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, la fiscalité et aux douanes, du temps où il était ministre de l'économie et des finances en France, l'avait assez bien défini, en disant qu'il s'agit de sortir des soldes des comptes publics les effets momentanément déformants des aléas de la conjoncture, c'est-à-dire, si on peut l'exprimer ainsi, les trous d'air de la croissance. Bon, c'était sa formule, hein, pas de moi. Bien. Autrement exprimé, il s'agissait de déterminer la véritable situation, les véritables chiffres des comptes publics, hors variations conjoncturelles, lesquelles peuvent effectivement avoir des effets temporaires paraissant aggraver ou améliorer la situation prévalant à un moment donné. Pour donner juste un exemple, la République d'Irlande. Une année, elle a eu un déficit public de 32%, je dis bien 32% de son produit intérieur brut, c'était en 2010 parce qu'il avait fallu renflouer les banques, etc. Bon. Bien évidemment, ce n'est pas révélateur de la situation normale de ce pays. C'était purement conjoncturel, même si ça a laissé des traces, bien évidemment. Bon. Le problème, c'est que cette notion de déficit ou d'équilibre structurel, elle fait référence à une autre notion qui est celle de croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance que le pays aurait si la crise internationale n'était pas celle que l'on a connue ces dernières années. Qu'est-ce que c'est que la croissance potentielle? Est-ce qu'on est vraiment en capacité de déterminer ce que serait un budget hors aléa de la conjoncture? C'est très complexe. Bon, en plus, je ne vais pas entrer dans le détail pour essayer de respecter mon temps de parole, mais je ne donnerai cet égard pour montrer la difficulté de procéder à ce type de calcul qu'en 2011, le déficit structurel français était évalué par la Commission européenne à 4,10% du produit intérieur brut,
alors que le Fonds monétaire international chiffrait son montant à 3,4%. Ça fait quand même une différence très sensible. Donc à partir de là, on peut vraiment s'interroger sur la réalité de la notion. Bon, la nature n'est pas contestable avec l'influence de la conjoncture, mais quel est le degré de cette influence? C'est toujours difficile à déterminer. Et en plus, il y a une confusion qui peut apparaître assez vite entre, d'une part, par exemple sur la presse d'hier, il y a un tableau d'ailleurs qui traçait la trajectoire du déficit de la France et qui faisait la différence entre donc, 2014 avec les perspectives jusqu'en 2019, entre ce qui relevait du déficit global, actuellement 4,4% du produit intérieur brut, et le déficit structurel qui, lui, est inférieur à 3%. Sauf que la règle européenne s'agissant des déficits, c'est pas le déficit structurel. Quand on dit les 3% du produit intérieur brut, c'est le déficit effectif, c'est le déficit global. Donc il y a un peu un raisonnement aujourd'hui qui mélange à la fois la référence au déficit réel, déficit global, qui est d'ailleurs quand même une vraie référence, puisque déficit et ce déficit réel va conditionner le montant d'emprunt et donc l'accroissement de la dette. Et donc ça, c'est effectivement fondamental que de respecter aussi certains seuils vis-à-vis de ce déficit, mais et avec la perspective structurelle qui, elle, évidemment, ne correspond pas au même type d'exigence. Donc là, il y a une difficulté qui n'est pas mince et qui explique là aussi que cette juridicisation n'est peut-être pas totalement satisfaisante. D'autant que, ce sera le dernier point de mon exposé, d'autant que cette valeur juridique, elle est plus théorique que réelle. Alors on me disait, tout à l'heure, il est dit par Enrico Oliva, que les pays ont inégalement répondu à l'exigence du traité du TSCG, lequel d'ailleurs n'utilisait que la formule, pour inscrire la fameuse règle d'or, la formule de préférence constitutionnelle, c'est-à-dire pas donc nécessairement constitutionnelle. Bon, dire que loi organique, loi cadre, etc. Bien. Mais on voit bien, alors si on prend là aussi l'exemple qui est sans doute un mauvais exemple, mais l'exemple de la France, bien qu'elle a inscrit dans une loi organique, 17 décembre 2012, loi de programmation qui suit immédiatement, 31 décembre 2012, et qui dit projection, programmation, on va arriver en 2007, avec les étapes, on va arriver au déficit structurel de 0,5%. Bon, c'est aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas, et aujourd'hui on dit, mais bon, en 2007, on s'engage pour qu'on soit à 3% de déficit, hors justement référence au structurel. Oui, et après la sanction. Alors, on sait qu'il y a au niveau européen les sanctions, procédures déficit excessif, etc. Mais au niveau interne, la sanction, il n'y a pas de sanction. Il y a la constatation, on va dire oui, mais on ne peut pas faire autrement, oui, mais il ne faut pas casser la croissance, oui, mais etc. Bon, mais il n'y a pas de sanction. Donc, on peut véritablement s'interroger sur la portée juridique de ce type de disposition. Alors, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou s'inquiéter de ce phénomène. Bon, c'est une mauvaise manière sans doute de poser la question, parce qu'il serait difficile de se réjouir, nonobstant l'argument d'une souveraineté budgétaire qui est de plus en plus hypothétique, d'une situation qui voit, au-delà des déficits qui se cumulent, la dette publique continuer de s'accroître et atteindre des proportions qu'on peut juger inquiétante. Mais si l'on ne peut que déplorer cet état de fait et redouter la conséquence qu'aurait une perte de confiance des marchés et donc le renchérissement du coût de l'emprunt qui s'en suivrait, il ne convient pas de s'étonner non plus que le budgétaire ne se voit pas réduit à de simples impératifs comptables. La diversité des situations doit être aussi prise en compte afin de trouver, parfois sur ce qu'on appelle une ligne de crête assez étroite, mais de trouver l'équilibre, alors c'est un jeu de mots, entre les exigences du sérieux budgétaire, les contraintes économiques, politiques
pour ne pas dire sociologique, permettant de mettre en œuvre la bonne formule ou la moins mauvaise formule qui serait susceptible de maintenir un niveau convenable de croissance et parvenir à un terme pas trop lointain à entamer un processus effectif de réduction de l'endettement. Voilà, j'en ai terminé. Merci, professeur Orsoni. Je relève la profondeur de cette présentation concernant les toutes complexités techniques de la notion d'équilibre